Les adultes ont du mal à se rencontrer, mais les enfants intérieurs, eux, ils demandent que ça, quoi. On a tous à l'intérieur de nous un enfant intérieur qui demande qu'à communier avec l'autre, qui demande qu'à rire, qu'à jouer, qu'à s'épanouir, qu'à être enthousiaste. C'est juste qu'il est blessé et il se protège. Ça, c'est inconscient. Il a plein de gardiens qui le protègent pour ne pas avoir à continuer à subir ce qui était difficile. Et finalement, avec tous ces gardiens, on crée des relations qui sont difficiles, où l'adulte n'arrive pas à se parler, n'arrive pas à se rencontrer, n'arrive pas à être qui il est et à s'épanouir avec l'autre dans la relation. L'idée, c'est d'être le changement qu'on souhaite pour le monde, cette fameuse phrase de Gandhi. Et des fois, on l'est déjà à l'extérieur, c'est parce qu'on fait notre jardin. Personnellement, je vis dans une maison autonome où je produis mon eau en récupérant l'eau de pluie, je produis mon électricité. Donc, finalement, j'ai un changement à l'extérieur qui, quelque part, apporte une bonne action pour le climat, pour la planète, pour le fait qu'on puisse vivre sur une planète durable en prenant soin de la nature. Mais finalement, être le changement qu'on souhaite pour le monde, ce n'est pas juste dans les actions extérieures, c'est aussi dans ce qu'on vibre, ce qu'on émane et comment on partage tout ça. Je m'en suis rendu compte au fil de mes 15 années justement de ces deux quêtes parallèles. Ça passe par prendre la responsabilité de ses émotions et de l'inconscient qui est associé. Je reviendrai sur cette notion tout à l'heure. Parce que je me suis rendu compte que c'était source de transformation intérieure vraiment impactante pour aller vers un plus grand respect des humains et de la nature. Et donc on va explorer cette question, comment l'inconscient et l'émotionnel impactent finalement l'humanité et la planète. Donc je vous invite à faire une petite visualisation. On peut imaginer un monde qui serait fait que de guerriers. Donc il n'y a que des gens qui ont soif de vengeance, qui veulent à toute fin accuser les autres et résoudre ça en les changeant, voire en les terrorisant et en les exterminant presque. Voilà, comment serait ce monde finalement si tous les êtres sur Terre étaient comme ça? Est-ce que ça ne serait pas le chaos, la guerre perpétuelle et la mise à mort jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un? Et qu'est-ce qui fera ce dernier? Qu'est-ce qui fera ce un qui reste? Est-ce qu'il sera épanoui et heureux? Et finalement, on peut faire la deuxième visualisation qui est de dire, si on voit un monde où tous les êtres sont en quête de sagesse, de respect des humains, de la nature, de ses pairs, et en quête de comprendre ce qui se passe en eux, qu'est-ce qui fait que des fois, ils vont avoir un mécanisme qui va être violent finalement, à plus ou moins grande échelle. Pas forcément être violent, c'est pas forcément faire la guerre. Des fois, on est violent avec soi-même, sans s'en rendre compte, on est violent avec les autres via notre communication. C'est des fois des petites choses vraiment subtiles. Mais voilà, si tous les êtres sur Terre avaient cette démarche finalement d'aller visiter tout ça et été en quête de sagesse pour offrir à leur génération future une planète meilleure que celle qu'ils ont reçue, est-ce que ce monde-là, si tous les êtres humains étaient comme ça, ce ne serait pas finalement l'expression d'une forme de paradis, de ce qu'on pourrait appeler, de ce qu'on cherche quand on cherche le paradis? Et bien si vous en êtes arrivé à la même conclusion que moi, finalement ça montre, c'est un peu grossier, c'est imagé, mais ça montre que finalement le monde extérieur, en quelque sorte, est le reflet de nos mondes intérieurs. Si à l'intérieur c'est la guerre, à l'extérieur c'est la guerre. Si à l'intérieur c'est la paix, à l'extérieur il y a plus de paix aussi. Et malgré ça, je me suis rendu compte que même ceux qui veulent la paix, qui font des éco-villages, etc., eh bien des fois, ils sont obligés d'arrêter l'éco-village parce qu'ils n'arrivent plus à s'entendre. Ils en arrivent à des situations où, avec toute la bienveillance, la bonne volonté du monde, ils sont dans des impasses où ils n'arrivent plus à se parler, où c'est la guéguerre extérieure et où des beaux projets qui ont pourtant des objectifs communs nobles sont obligés d'être sabordés. Donc voilà, j'ai toujours voulu chercher pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on en est là? Y compris dans les milieux où on cherche cette bienveillance. Le bourreau, la victime, le sauveur, ça, même, on ne s'en rend pas compte, mais
Personnellement, je ne me rendais pas compte, mais j'aimais bien y jouer. Et maintenant que je me rends compte, pour moi, je me rends compte de tous ceux qui aiment bien y jouer et qui ne s'en rendent pas compte non plus. Et finalement, jouer à ce jeu-là et rester dans ce jeu inconscient, ça amène à devoir s'anesthésier, s'évader, etc. Qui, le week-end, a besoin de déconnecter? Qui, après une réunion avec ses collègues, pourtant bienveillant, est obligé de sauter sur une cigarette ou sur un verre d'alcool ou sur tout un tas finalement de solutions d'anesthésiant que la société offre en abondance pour pouvoir se remettre finalement de nos émotions difficiles à vivre qui contractent. Jusqu'à nous mettre des fois dans des états émotionnels qui impactent finalement le corps. Donc l'état de stress, d'anxiété, qui finit des fois en maladie chronique, en burn-out, avec des conséquences très graves. Des fois, ça part de petites choses qu'on laisse petit à petit s'installer inconsciemment. Alors que finalement, les adultes ont du mal à se rencontrer, mais les enfants intérieurs, eux, ils demandent que ça. On a tous à l'intérieur de nous un enfant intérieur qui demande qu'à communier avec l'autre, qui demande qu'à rire, qu'à jouer, qu'à s'épanouir, qu'à être enthousiaste. C'est juste qu'il est blessé et il se protège. Et ça, c'est inconscient. Il a plein de gardiens qui le protègent pour ne pas avoir à continuer à subir ce qui était difficile. Et finalement, avec tous ces gardiens, on crée des relations qui sont difficiles, où l'adulte n'arrive pas à se parler, n'arrive pas à se rencontrer finalement, n'arrive pas à être qui il est et à s'épanouir avec l'autre dans la relation. Là, j'ai un petit jeu qui permet de mettre en lumière tout ça. Les cercles ont l'air semblables et pourtant il y en a un plus petit que l'autre. Et donc ma question, c'est ceux qui pensent que le cercle bleu est plus petit que l'autre, levez la main. Donc il y a une bonne majorité, mais il y en a certains qui ne sont pas sûrs. Okay. Et donc ceux qui pensent que le cercle rouge est plus petit que l'autre. Ok, donc finalement, tout le monde a levé la main. Non. Qui n'a pas levé la main? 4 personnes. Wow. Et donc bravo, parce que les deux cercles ils sont de la même taille. Et si je vous avais demandé de justifier pourquoi le bleu est plus petit, vous seriez tous rentrés dans un combat infernal. Plus ou moins. Pas forcément. Pas forcément, merci. Non, parce que moi, je voyais les mots, et quand vous avez dit qu'il y en a un plus petit, moi, je me suis dit que c'était moi qui voulais. Et c'est ça. Et c'est qu'il y a plein de raisons pour lesquelles, des fois, on ne se fait pas confiance, on ne va pas suivre son intuition, on va vers des croyances qui ne sont pas les nôtres, on adopte des croyances, etc. Il y a tout un tas de raisons, je pourrais en parler pendant des heures, qui font que des fois, on parle avec quelqu'un, et chacun défend son point de vue. Mais en fait, soit les deux, ils ont tort, soit les deux, ils ont raison, soit c'est pas grave, soit... et soit, en fait, les deux, ils ont tout à fait raison. Mais on passe un temps incommensurable et une énergie incommensurable. On passe tous inconsciemment une énergie incommensurable. On ne s'en rend pas compte. À essayer de se justifier, alors que c'est qu'une question de point de vue. De filtres et de perception. Tous nos filtres qui ont été déposés depuis notre naissance, voire un petit peu avant même, qui sont finalement le résultat de toute notre vie et qui vont se stocker, on va le voir, dans une mémoire inconsciente. Donc ce que la science en dit, il y a un chouette documentaire que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu, En quête de sens, qui a été fait par 2 jeunes en quête de sens, justement, qui ont voyagé à travers la planète pour trouver des réponses à leurs questions. Et ils sont allés notamment à l'Institut des sciences noétiques aux États-Unis, en Californie. Et dans ce magnifique film, ils interviewent Cassandra Vietan, qui est docteur en philosophie et qui est la directrice de l'Institut, et qui nous dit, alors je n'ai pas voulu paraphraser, je trouvais que c'était... Voilà, je voulais la citer. Si des gens ne mangent pas sur cette planète, ce n'est pas par manque de nourriture, mais parce que notre conscience limitée nous empêche d'y remédier et de considérer que c'est nécessaire. Beaucoup de problèmes auxquels l'homme fait face sur Terre, notamment le partage des ressources, les violences, les guerres, le changement du climat, trouvent leur origine dans la limitation de la conscience humaine. Donc cet institut scientifique qui étudie ces mécanismes depuis 40 ans, voici leur conclusion.
C'est la limitation de notre conscience. Donc j'ai été fouillé. Et c'est vrai que quand j'ai vu la radiographie d'un cerveau humain, j'ai compris pourquoi on avait un problème. Quand j'ai vu la taille que ça faisait, j'ai compris le problème. En fait, non, le problème, c'est pas la taille. Le problème, je l'ai compris plus tard, en insistant. Comme je vous ai dit, ces deux quêtes parallèles qui me tenaient à cœur, j'ai toujours insisté. J'ai cherché les réponses. Et j'en ai trouvé une grande partie ici. Alors, l'explication, c'est que dans notre cerveau, on peut le décomposer de plein de manières, mais il y en a une qui est intéressante, c'est celle-ci. Le cerveau humain est composé d'un cerveau reptilien, un cerveau limbique et le néocortex, qui lui est beaucoup plus récent dans l'évolution de l'humanité finalement. C'est intervenu pas si tard dans l'évolution de l'homme finalement. Donc le cerveau reptilien, lui, il gère tout ce qui est de l'ordre du réflexe. C'est grâce à lui que quand on met la main sur une plaque bouillante, paf, la main s'enlève instantanément, sans qu'on ait à y réfléchir finalement. Parce que si on devait réfléchir, ça prendrait trop de temps et la main aurait le temps de se brûler. Donc tout ça, ça ne passe pas par notre cerveau qui gère la réflexion, la logique, le raisonnement, etc. C'est géré en direct. C'est de l'ordre du stimulus nerveux finalement. C'est de l'ordre de la milliseconde. Voilà, lui gère tout ça. Le cerveau limbique qui lui gère tout ce qui est émotionnel. Et le néocortex où là, finalement, on va réfléchir, faire des calculs et pouvoir être l'humain qu'on est à l'heure actuelle. Et donc l'explication qui est intéressante, c'est que cette chaîne, finalement, elle suit un ordre chronologique. C'est-à-dire que quand le cerveau reptilien a décidé de prendre la main, il est capable de court-circuiter tous les autres. Donc typiquement, si on a une conversation, il y a quelqu'un qui me pique aux fesses, je ne vais même pas réfléchir à ce qui se passe derrière, je vais sentir le pic et je vais juste sauter, faire un bond d'1 mètre en avant, sans avoir pu réfléchir à ce que j'avais envie de faire ou à ce qui était en train de m'arriver. Donc le reptilien aura chanté mon néocortex qui est en train de faire la conversation. Et il se passe la même chose avec le cerveau limbique qui gère les émotions. Donc, le cerveau limbique, quand on a une conversation avec quelqu'un, ou qu'on croise quelqu'un dans la rue, etc., si tant est qu'il y ait le moindre indice qui nous rappelle un événement du passé qui a été souffrant pour nous, il peut court-circuiter le néocortex. Et on va comme ça avoir des réactions inconscientes qu'on ne maîtrise pas. Des fois, les gens ils se disent « mais c'est qui? Qu'est-ce qui lui prend? On ne le connaissait pas comme ça avant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui a pris ?» Et des fois, on rentre dans des cercles, dans des schémas répétitifs où on n'arrive pas à sortir d'une réaction qu'on a. On se dit « pourtant, ça me nuit. J'aimerais bien arrêter d'avoir telle ou telle réaction. J'aimerais bien être différent, être plus apaisé, être plus... » Et on ne peut pas. Et parce qu'on va des fois faire des quêtes ou d'introspection ou des psychothérapies, tout ce qui s'adresse, toutes les solutions qui s'adressent à cette partie-là du cerveau, quand il y a une réaction émotionnelle, une situation qui génère une réaction émotionnelle, c'est poubelle, elle ne sert plus à rien. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit « waouh, ok, je comprends ce qui se passe en moi. Je comprends pourquoi, malgré mes 10 années, etc. Des fois, des gens font 40 années de méditation, de pratique zen, etc. Et puis, vous leur mettez une petite situation, là où 10 autres personnes n'auraient pas eu de réaction. Cette personne-là, avec ses 40 années de méditation, avoir une réaction complètement démesurée, péter un câble. Alors, voilà, elle ne va pas comprendre comment ça se fait. Moi, je ne suis pas comme ça, c'est pas moi. Son cerveau limbique a pris la main. Ce cerveau limbique, il faut savoir qu'il a une mémoire qui lui est propre et que c'est le seul, de 0 à 4 ans, c'est le seul finalement qui est développé. Celui-là, il n'est pas encore vraiment développé. Donc de 0 à 4 ans, tout ce qui nous arrive, ça se stocke dans la mémoire émotionnelle ici. Et on n'a pas d'accès à cette mémoire finalement. Avec notre conscience et notre réflexion, notre logique, on peut essayer d'aller y fouiller, on n'a pas d'accès. Les 5 sens, eux, ils ont un accès, ce cerveau-là a accès à nos 5 sens. Et donc, il peut voir ce qui se passe et décider de prendre la main et court-circuiter notre réflexion, court-circuiter nos 40 années de méditation et de pratique zen. Et nous mettre dans une situation qui va être inconfortable pour nous, inconfortable pour les autres,
qui va avoir des répercussions sur nous, sur notre environnement, sur la planète, sur plein de choses, et qui est de l'ordre de l'inconscient finalement. Et que si on veut visiter, il va falloir trouver des méthodes pour pouvoir aller voir ce qui se passe dans notre inconscient et prendre la responsabilité de nos émotions. Donc des fois il y a des faits, Jacques Salomé parle bien de tout ça, il y a grosso modo ce qui s'est passé, nous ce qu'on en a ressenti, ce que ça nous a fait, les émotions que ça a générées. Alors là des fois entre là et là, si on analyse un petit peu avec du recul, c'est pas du tout la même chose. Dire à la personne, qu'est-ce que tu as compris? Tu as une émotion? Qu'est-ce que tu as compris de ce qui s'est passé? La personne vous dit ce qu'elle a compris, ce qui s'est passé avec l'émotion vive. Et ce n'est pas du tout la réalité, soit de l'intention, soit des faits même carrément. C'est juste une interprétation parce qu'à un moment donné, le cerveau limbique a pris la main et a dit « Ah, ça me rappelle tel événement, attention, warning ». Il a déconnecté le néocortex. Et on se retrouve à avoir des parties en nous finalement qui sont touchées. Ça peut même réveiller des blessures anciennes. Et ça personnellement, je n'étais pas du tout conscient pendant longtemps d'en avoir. Je me considérais une personne saine, d'avoir pas eu de problème dans mon enfance, une enfance heureuse, que tout va bien finalement. Donc quand j'entendais parler de ça, je disais non, moi ça va. Et le jour où j'ai découvert ce qui se cachait, je vous dis c'est surprenant. Donc quand je vois moi avec mon enfance heureuse à peu près calme, comment ça peut agir sur l'inconscient, on n'imagine pas quelqu'un qui n'a pas eu une enfance facile, qui est obligé de se verrouiller tout un tas de trucs, de mettre des carapaces, des armures et autres. C'est énorme les répercussions sur soi, sur la planète. J'ai un slide à la fin qui montre notamment, on y reviendra. Donc finalement, je me suis rendu compte qu'il y a, comme nous le décrit Osho, qui était un sage contemporain, il est parti il y a quelques années. Il y a deux réactions finalement dans les échanges. À un moment, soit ça détend. Ah tiens, on aime bien cette personne. Quand je lui parle, quand je suis avec elle, ça décontracte en moi. Soit, cette personne, je l'aime pas trop là. Elle a une énergie négative. Quand je suis avec elle, c'est lourd à porter, ça contracte. Donc finalement, c'est l'un ou l'autre. Bon, il y a des fois, c'est plus ou moins neutre. Il y a des gens qui sont un peu coupés de leurs émotions, qui s'en rendent pas compte aussi. Tout un tas de schémas possibles. Mais grosso modo, ça tourne autour de ces deux schémas. Et finalement, on se rend compte que la peur chasse l'amour et l'amour chasse la peur. Et finalement, on a un choix à faire ici. Alors, c'est un petit choix conscient, mais on a le choix après d'aller visiter notre inconscient pour voir quelles sont nos peurs et à quel moment on chasse l'amour en nous. Donc, moi, j'ai deux outils on reconnaît Marshall Rosenberg, le père de la CNV, communication non violente. Souvent, on pense qu'on ne communique pas de manière violente, que tout va bien. Pareil, je pourrais en parler pendant des heures. Il y a beaucoup à savoir, à se rendre compte et à faire à ce niveau-là. Et puis Gaston Bacchiani, qui est le premier à m'avoir dit, à un moment donné, l'humain, il faudra qu'il prenne la responsabilité de ses émotions. Je dis, de quoi tu me parles? Il m'a dit, c'est drôle, moi aussi, la première fois qu'on m'a dit ça, je dis, de quoi tu me parles? Ouais, parce que prendre la responsabilité de ses émotions. Non, si j'ai de la colère, c'est parce que un tel, il m'a... Ou si je suis triste, c'est parce que j'ai vécu telle situation. C'est normal. Et en fait, non, si on met d'autres personnes dans la même situation, elle n'aurait pas eu de colère. Donc la colère, elle m'appartient. Quand j'ai découvert ça, je dis, ok. Donc si la colère m'appartient, qu'est-ce que j'en fais? D'où elle vient? Qu'est-ce que je peux faire pour aller comprendre qu'est-ce qui se passe en moi finalement? Beaucoup. C'est une ouverture sur soi et sur les interactions autour de soi et finalement sur le monde. J'ai pas assez de temps pour en parler. Mais ça bouillonne de pouvoir partager ça parce que c'est source de tellement de transformation derrière que c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui notamment. Quand on met deux guitares ensemble, il y a un phénomène de résonance. Si je fais vibrer une corde sur l'une, la même corde va vibrer sur l'autre en face. Et les émotions, ça marche comme ça. Il n'y a personne souvent qui nous l'explique. Moi, personne ne me l'avait expliqué quand j'étais enfant. Mais si j'arrive avec ma colère devant vous,
vous allez ressentir la colère, et soit ça va réveiller la vôtre, soit ça va vous générer une gêne, un inconfort. Finalement, on vibre comme les deux guitares. Si je viens avec ma joie, je vais mettre plein de gens joyeux, sauf celui qui est déprimé, qui ne va pas vouloir raisonner avec moi, parce que lui, il va rester dans sa dépression. Donc voilà, on est comme ça, on résonne, comme des guitares. Finalement, on se rend compte en creusant tous ces sujets que l'autre est un miroir de soi. En fait, on va vers quelqu'un, typiquement la relation de couple, c'est génial pour ça, parce qu'on est beaucoup d'années et beaucoup d'heures par semaine avec une même personne. Et au début, c'est tout rose, on dit ouais, c'est cool et tout. J'ai trouvé ma moitié. Et puis, 4 ans, 5 ans, 7 ans, certains, plus d'autres. Et bien, à un moment, à la moitié, finalement, je ne sais plus si c'est vraiment ma moitié qu'il me fallait. Mon autre moitié, elle n'est plus vraiment satisfaite de la deuxième moitié, et le tout ne fait plus vraiment. Qu'est-ce que je fais? Et en fait, soit on casse, on va chercher une autre moitié, et puis au bout du 10e, on se dit, au bout d'un, est-ce qu'il y a une moitié pour moi sur cette terre? Soit, finalement, on finit par, et ça je l'avais entendu, c'est qu'à un moment, la relation peut se transformer. Et la relation de couple en est le meilleur incubateur. Et c'est qu'on peut se dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis au 10e et pourquoi c'est toujours pas ma moitié? Qu'est-ce que je cherche à la fin? Qu'est-ce qui se passe en moi qui fait que c'est pas ma moitié? Et on se rend compte finalement quand on creuse ça. Moi, je me suis rendu compte personnellement que ce que j'aimais pas chez l'autre, ça me renvoyait plein de choses que je voulais pas voir en moi, qui étaient désagréables en moi, qui généraient des contractions en moi, mais qui m'appartenaient et qu'il fallait que j'aille transcender moi-même chez moi. Parce que sinon, j'allais reproduire avec 11, 15, 20, peu importe. Et peu importe que ce soit le couple, ou les collègues, les amis, la famille, les parents, les politiques. On peut emmener ça jusqu'à l'échelle mondiale, finalement. À un moment donné, si on ne va pas... Voilà, à un moment donné, il faut voir ce miroir, finalement, qui est l'autre. Et là, il y a une source de transformation vraiment, vraiment énorme. De libération, même personne. Et souvent, c'est ça qui est génial, c'est que des situations où avant, je ne vais pas avoir trop le temps de développer l'analogie du piano, mais on se rend compte souvent, on va vers quelqu'un, oula, ça, une personne a une énergie négative, oula, il faut que je fuis, là, je ne veux plus lui parler. Et finalement, ce qu'on fuit, c'est ce que ça réveille chez nous. Et quand on fait ça, c'est juste qu'on ne se permet pas de voir ce qui est chez nous. Et donc, on va revivre la même chose avec une autre personne, jusqu'à ce qu'on veuille bien regarder ce qu'il y a chez nous. Et finalement, quand on prend la responsabilité de son émotion, au bout d'un moment, la personne, et moi je suis le premier, je peux en parler, ça m'est arrivé des gens que je ne peux pas supporter en temps normal, j'aurais dû fuir, prendre ma voiture et plus jamais parler à cette personne, parce que sinon j'aurais rentré dedans, au moins verbalement, ou alors ça aurait été vraiment difficile pour moi et j'aurais dû contenir ma colère et vivre avec, c'est pas confortable, ça crée d'autres maladies et tout. Et finalement, il y a des personnes, quand je vais voir ce qu'elles réveillent en moi et que j'en prends la responsabilité à la fin, je vais vers elles et je dis merci. Merci d'avoir été le miroir qui m'a permis de voir ce que je ne voyais pas en moi, qui m'a permis finalement de le transcender, qui m'a permis que j'aurais plus besoin de le revivre plus tard. Et quand on commence à rentrer là-dedans, il y a une magie, vraiment une magie qui se met en place. W, un magnifique film, vous pouvez regarder. W. Bush, président des États-Unis, junior. Et pourquoi magnifique? Pas que je sois fan de ses actes ou de peu importe. Je ne vais pas le juger d'ailleurs. Une époque, je l'aurais peut-être fait. Maintenant, j'ai plus du tout envie. Mais quand on regarde le film, on se rend compte à quel point il a été mené par une blessure finalement qu'il avait envers son père. Son père l'a jamais reconnu, lui a jamais montré des marques d'amour. Il a eu une blessure de rejet, d'abandon, de non-reconnaissance. Et on voit clairement dans le film que quand il était jeune, c'est pas que être président ça l'intéressait pas, c'est que ça le rebutait. Ça le rebutait carrément. Et par blessure, par inconscience, parce qu'il a probablement pas été fouillé.
prendre la responsabilité de ses émotions et de son inconscient, et bien finalement, il a été le président. Voilà, les Américains ont voté pour quelqu'un qui était rebuté par la fonction de président quand il était jeune. C'est juste une petite illustration de jusqu'où, à l'échelle mondiale, ce petit jeu inconscient, quand on le tolère pour soi, jusqu'où ça peut emmener l'humanité. Et la porte du changement, elle ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Merci Jacques Salomé pour cette belle image. C'est-à-dire que si chacun ne prend pas la responsabilité, comme moi j'ai commencé à le faire, comme les gens autour de moi, quand ils voient les bénéfices, ont commencé à le faire, et ont aussi des bénéfices maintenant, et commencent à propager ça. Si à un moment donné, on ne va pas faire ça chez soi, ben personne ne pourra le faire. Et on va... C'est OK. C'est OK. Peut-être qu'un jour, il y aura des schémas, on en aura marre, et on va commencer à dire « Ah tiens, Eric, il m'avait parlé d'un truc. Je vais peut-être reprendre sa vidéo quoi, pour voir de quoi il parlait. » Mais à un moment donné, il faut que chacun prenne la responsabilité de son inconscient, de ses émotions et de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Personne ne peut le faire pour nous. Donc la transition intérieure, finalement, c'est aller voir notre boîte de Pandore, la petite boîte qu'on a fait sous scellé, où il y a tous les trucs désagréables, qu'on a bien enterrés, qu'on a barricadés avec des carapaces, des armures, qu'on ne veut pas aller visiter. À un moment donné, il faut y aller, mettre les mains dans le cambouis. Parce que je peux en témoigner vraiment avec le cœur. C'est que du bénéfice quand on le fait. Moi, quand j'ai découvert les bénéfices, j'ai dit, mais comment c'est possible que ça ne soit pas plus connu? C'est pas possible. J'ai commencé à chercher, j'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait personne qui parle de ça, c'est pas possible. Et si, finalement, je cherche encore, j'en trouve un peu par-ci, par-là, mais il y a vraiment, par rapport à ce que ça représente, c'est comme si ce n'était pas discuté du tout. Mais c'est un fait. Et parce que c'est pas confortable. Hein. Des fois, je suis dans un salon du bien-être, je dis, bah voilà, je voudrais un stand au salon du bien-être. Ouais, ok. Qu'est-ce que tu partages? Bah, je partage de mettre les mains dans le cambouis, d'aller visiter les trucs inconfortables chez vous. Ah, ben ouais, mais. Ouais, les autres. Ok pour les. Ah, ma femme, mon mari, ah oui, ça serait utile pour ma mère. Ah, pour ma belle-mère aussi, ouais. Ah, je vois bien ton truc. Je vois bien, c'est vraiment utile pour ma belle-mère. Hein. On voit la paille dans l'œil de l'autre. Et puis. C'est très compliqué de montrer aux gens qu'on en a tous une petite paille, finalement. Des fois, elle est plus ou moins grosse. Mais on a tous une petite paille. Donc, une fois qu'on visite la boîte de Pandore, on va petit à petit pouvoir tomber nos masques. C'est pareil, on ne se rend pas très compte. Souvent, on est amené à mettre des masques et du coup, à ne pas livrer notre vraie personnalité. C'est violent pour les autres, c'est violent vers soi-même. Plein de conséquences, c'est tellement libérateur que de tomber les masques. Et puis Einstein qui nous dit qu'on ne peut pas changer le monde finalement qu'on a créé avec une certaine façon de penser. On ne peut pas le changer sans changer notre façon de penser. Et moi je rajouterais qu'on ne peut pas finalement changer notre façon de penser si on ne va pas voir ce qui se passe en nous et accepter d'aller mettre les mains dans le cambouis. Ce serait la petite phrase que j'aurais envie de rajouter à la suite de la citation de Einstein. Et donc prendre la responsabilité de nos émotions, de notre niveau de conscience. Ça paraît comme ça au début, déjà, pourquoi je le ferais? Moi j'ai pas besoin. Oui, ok, mais j'ai pas le temps, c'est casse-pied. On se rend pas compte le temps qu'on gagne, les schémas conflictuels et désagréables qu'on s'évite. C'est juste énorme, je pourrais en parler 1 heure. Donner des quantités d'exemples. J'ai pas le temps de le faire, mais voilà, juste je partage ça avec eux. C'est juste énorme. Et finalement, cette petite image que j'aime bien, c'est quand on est en réunion, imaginez quelqu'un qui aurait la gastro-entérite. Il est dans une réunion de travail et tout d'un coup, il est pris d'une envie d'aller aux toilettes. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez la situation où le gars il reste jusqu'à la fin et il dit « Ah non, mais je ne peux pas aller aux toilettes là ». Et ça prend des proportions, jusqu'au moment où il n'y est pas allé, mais finalement maintenant c'est trop tard. Ah, vous voyez le truc? Mais ça viendra à l'idée de personne.
Au bout d'un moment, ça paraît très normal à tout le monde de dire « Ah, je suis désolé, c'est vraiment important ce qu'on est en train de faire. Mais là, il faut vraiment que j'ai un truc important à faire. » Aux toilettes ou pas, hein, mais bref, il y a un truc qui est primordial. On a un besoin primaire, primordial à prendre en considération. Ça viendrait à l'idée de personne de ne pas le prendre en compte. Et ça ne viendrait pas à l'idée des autres dans la réunion de dire « Bah non, 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 là tu restes avec nous. » Bah non, ok, tu as un besoin primaire, bah vas-y, va t'en occuper. Et pourtant, c'est ce qu'on fait avec nos émotions. Des fois, il y a un truc qui monte. On est dans une réunion, il y a un truc qui monte. Et on met un masque et on le laisse s'accumuler. Tac, 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 tac. Et des fois, bah, soit on le garde jusqu'à la fin et puis il faut sauter sur une cigarette à la fin, soit bah, ça a vraiment trop pris de place. Et là, on va l'envoyer à la tronche du mec qui nous a fait monter toute la moutarde. Et c'est exactement la même chose quand on fait ça, que de ne pas dire « j'ai besoin d'aller aux toilettes » pour prendre la responsabilité de mes besoins primaires. Non, mais ça résout pas tout, hein, quand tu dis « j'ai besoin d'aller aux toilettes », enfin, je veux dire, après, comment tu l'exprimes? Et c'est là qu'il faut chacun aller prendre du temps pour comprendre les mécanismes. Typiquement, moi, j'ai dû faire des stages pour pouvoir mettre ça en application. Parce que si on essaye de le faire comme ça, juste en ayant entendu, si je vous donnais une belle formule, vous essayez de le faire dans la réunion, ça ne va pas marcher. Le cerveau émotionnel, il va chanter votre réflexion. Ça ne va pas marcher. Vous allez exploser. Et ouais, moi, j'ai essayé. Hein. Ça ne marche pas. Si on n'a pas le mécanisme de comprendre ce qui se passe en nous à l'extérieur de la réunion, ça peut être le soir, hein, par exemple. On l'a gardé avec nous, hein, ok, au lieu de fumer. Ah, ok, bon. Je ne vais pas fumer la cigarette, je vais aller voir qu'est-ce qui se joue en moi, qu'est-ce qui s'est joué. Donc, on va se mettre dans un coin, sous un arbre, tranquille, et on va passer du temps avec ça. C'est pas confortable, mais derrière, on a plein de cadeaux. Plein de compréhension sur nous qui nous attendent. Plein de compréhension sur l'autre. Plein de potentialités de se détendre et de faire la paix en nous et autour de nous. Et typiquement, avec Cindy, ma compagne, on partage toutes ces méthodes et tout ça sous forme de stages et autres, consultations, peu importe, vidéos, conférences. Moi, je suis en train d'écrire un livre. Parce qu'il y a tant à partager, tant à faire connaître. Et donc, on est dans cette maison qui est en totale autonomie au milieu de la nature pour vraiment aller connecter à cette partie de nous paisible, qui a besoin d'être entendue et que quand on est dans l'agitation quotidienne, on n'a pas le temps d'aller visiter. Donc là, c'est les panneaux solaires qui nous fournissent l'électricité. On produit tous nos besoins en énergie, eau, etc. Et on fait les stages pour inviter les gens à aller ouvrir leur boîte de Pandore, visiter tout ça et trouver des clés pratiques pour pouvoir prendre la responsabilité de leurs émotions. On peut prendre une minute tous ensemble pour visiter ce qui se passe à l'intérieur, écouter à l'intérieur de nous. Voilà. Comment est ma respiration? Est-ce qu'elle est détendue, fluide? Sans avoir besoin de la juger, juste l'observer finalement, lui accorder notre attention pendant un petit instant. Comment sont mes pensées? Est-ce qu'elles sont agitées? Est-ce qu'elles sont dans les jugements? Ou est-ce qu'elles sont disponibles, ouvertes, apaisées? Et finalement, qu'est-ce que mon corps, qui est mon meilleur ami, est en train de m'envoyer comme signaux? Comment je sens à l'intérieur de mon corps? Est-ce que tout est détendu ou est-ce que j'ai des choses qui le sont pas forcément finalement? Des fois, on peut avoir les épaules raides, la gorge un peu qui serre, un petit poids sur la poitrine. Est-ce que je peux prêter un petit peu d'attention à tout ça?
Souvent dans la vie, on n'a pas tellement le temps de porter de l'attention à tout ça. Et pourtant, dans ces signaux, dans toute cette sensibilité très subtile, il y a beaucoup d'informations pour nous qui est contenue. Et on peut prendre une respiration ensemble, profonde. Alors pour certains, ce que je viens de faire, c'est courant, on a l'habitude. Certains ont l'habitude de le faire, pour d'autres, c'est pas confortable. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi il regarde à l'intérieur? À quoi ça sert? Et c'est OK. C'est juste finalement une voie qui permet d'avoir des informations sur notre inconscient, sur nous, ce qui se passe en nous. Et une voie qu'on n'a pas l'habitude d'explorer, qui pourtant est très très riche. Eric, si on pouvait résumer, ce serait dans tous les éléments extérieurs sont neutres, il n'y a que nous qui créons notre monde. Alors dire tous et que, c'est limitant. Et il n'y a rien qui est tout noir, tout blanc. C'est ce qui me vient tout de suite. C'est ça que j'essaie de trouver quelque chose pour résumer. Est-ce qu'on peut résumer aussi? Mais par contre, si je devais résumer rapidement, et on peut en parler plus longuement si tu veux, avec des exemples et autres. Si je devais résumer rapidement, je dirais que c'est beaucoup plus comme ce que tu es en train de décrire que ce qu'on croit. Et que ce qu'on veut bien voir, ce dont on veut bien prendre la responsabilité, c'est beaucoup plus comme ça, effectivement, que ce qui se joue finalement dans le monde. T'as des copies à donner que je vois? Oui, alors merci. On fait un webinaire en ligne aussi, il y a des documents, vous pouvez les prendre, mardi soir. Donc c'est gratuit, il suffit de se connecter, puis vous pouvez poser vos questions. C'est justement un temps tranquille, où là on a vraiment 2 heures, on sera ensemble avec Cindy, et on va pouvoir parler plus tranquillement, plus longuement de tout ça. Voilà, je vais laisser la salle à la personne d'après. Merci beaucoup. Et avec plaisir pour partager, comme on l'a dit, avec ceux qui souhaitent. Merci.